On a donc un 4e pilote de l'histoire de la Formule 1 à boucler tous les tours d'une saison de Formule 1, après Senna, Schumacher et Verstappen, si je dis pas de bêtises. Oscar Piastri, pour sa 2e saison seulement en Formule 1, a réalisé cet exploit, en plus de gagner 2 courses. C'est mon top pilote de cette année, voilà, de très loin. C'est le meilleur pilote de cette année, de loin. Vraiment, impressionnant de ouf. Il y a plus de 2 ans, rappelez-vous, il était avec son agent Mark Webber sagement sur le banc des remplaçants à attendre de prendre l'opportunité que donnerait la bureaucratie et le millefeuille organisationnel du groupe Renault. 2 ans plus tard, il est champion du monde constructeur avec McLaren. L'histoire est tout simplement folle. Salut tout le monde, bienvenue dans le dernier Fast Five de cette saison 2024 de Formule 1 qui a été longue, beaucoup trop longue moi je trouve. Je suis nostalgique des saisons à 17 ou 19 Grands Prix que je préfère personnellement de très loin parce que au moins je me souvenais de toutes les courses, même les plus chiantes. Là, tu me dis GP à Imola, il s'est passé quoi? Aucune idée. Sans que vous regardiez, vous pouvez me le dire, hein, mais je sais pas. C'est la fin de l'aventure pour Valtteri Bottas après 12 saisons en Formule 1, 10 victoires, 20 pole positions, 67 podiums en 246 Grands Prix. Il aura laissé l'image d'un pilote débridé, décalé, plus que d'un pilote rapide et incisif. On a déjà parlé pas mal de fois dans le Fast Five de Valtteri Bottas, notamment quand il était encore chez Mercedes. Mais le Finlandais est généralement prudent, parfois bien trop prudent, à qui il manque peut-être ce petit truc de se lancer dans une attaque un peu incisive, mais c'est un pilote qui est fiable en règle générale, sauf là, j'ai pas trop compris. Pour revenir au début du week-end, pourtant Q3 sur la bonne lancée du Qatar pour Valtteri Bottas et Sauber, Abu Dhabi représente aussi une chance supplémentaire de marquer une nouvelle fois des points pour l'écurie suisse pour le moment. Bref, on sent que pour une dernière, le Bottas peut peut-être partir en beauté avec un point inscrit. Non. Alors au départ, il peut pas faire grand chose puisqu'il fait un peu ce qu'il peut pour éviter de taper Pérez, mais bon, il endommage quand même son aile avant. 10 secondes de pénalité, c'est peut-être un poil dur, mais bon, c'était un peu l'embouteillage à la corde. Et en vrai, oui, il aurait pu être peut-être un poil plus précautionneux là-dessus. J'avoue, je sais pas. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive. Ce genre d'erreur, ça peut arriver assez souvent. Par contre, en plein milieu de course, là, quand je commençais un peu à piquer du nez, pour être tout à fait honnête, boum, là, Bottas catapulte Magnussen sur un freinage raté au virage 6. Ses pneus étaient morts, comme il le dit à la radio, et en tentant de défendre, il a juste bloqué les roues et boum, terminé, bonsoir. Simple erreur de pilotage, un peu grossière pour un pilote qui est aussi expérimenté que lui, mais c'est quand même très surprenant, sachant que Bottas, c'est pas le gars le plus malpropre du plateau pour le coup et de loin. Dommage qu'il n'emmène pas sa voiture jusqu'au bout pour l'histoire. On dit au revoir à un autre pilote finlandais, sur un abandon après Kimi Räikkönen et dans la même équipe en plus. Bref, on retiendra son mulet, le fait que sa carrière s'est malheureusement un peu effondrée en signant chez Sauber, ou du moins, surtout en voyant Fred Vasseur partir et laisser place au projet Audi. Et malgré avoir été promis que Valtteri Bottas serait un des piliers du projet, comme on lui a promis de la part d'Audi, il a été victime de cette transition qui s'est écrite dans la douleur depuis maintenant 2 ans. Alors, what's next, comme il dit? Je vous pose la question parce que moi, j'en ai vraiment aucune idée. On peut le dire, Alpine a sauvé son année sur ce dernier quart de saison. Ils maintiennent une P6 constructeur par rapport à 2023, absolument inespéré vu la tournure qu'avait pris l'équipe en début d'année et aussi depuis le chamboulement finalement entamé par le licenciement de Laurent Rossi mi-2023. On a encore eu une véritable masterclass de Pierre Gasly, je trouve, ce week-end. Q3 en qualif, il pose sa voiture P6. Alors certes, derrière la Haas de Nico Hülkenberg qui nous promettait un sacré duel pour le Grand Prix avant que l'Allemand se fasse rattraper par la patrouille et tombe à la P7 parce qu'il avait dépassé 2 voitures dans la sortie de la voie des stands. Et c'était interdit dans les notes du directeur de course avant le week-end. Bref, la course de Gasly a quasi été parfaite. Il résiste à la Mercedes de Russell sur tout le premier relais sans broncher, bien placé, des bons freins pour empêcher Russell de tenter des extérieurs ou des attaques un peu plus standards à l'intérieur, etc. Comme au Qatar, suffisamment de batterie et suffisamment de moteur pour pas se faire manger dans la ligne droite contre une Mercedes au DRS. C'est fort quand même. L'exté sur Tsunoda,
Excusez-moi, mais c'est incroyablement magnifique, ça fait plaisir, c'est beau quand même. Enfin, j'étais un peu sceptique du coup de ce virage-là qu'on a eu début, pour 2021, parce que je trouvais que justement ce virage neuf réduisait beaucoup la zone de freinage par rapport à l'ancienne configuration, donc du coup j'avais peur qu'il n'y ait pas de dépassement, mais on a gagné 2 trajectoires possibles dans ce virage, dont celle de pouvoir dépasser par l'extérieur, et honnêtement c'est l'un des plus beaux spots pour pouvoir voir du spectacle depuis une tribune, peut-être même sur le calendrier, hein, c'est l'un des plus beaux spots sur le calendrier presque. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est top. Et à tout ça, on peut rajouter qu'il est le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à finir une saison sans dégâts, du moins sur la partie aéro, mécanique, etc., si on compte pas le moteur, et c'est la plus longue saison de l'histoire de la F1, voilà, donc chez Williams, on doit être un petit peu jaloux quand même de ne pas avoir un Pierre Gasly. Alors encore une fois, je vais peut-être vous saouler, mais promis, c'est la dernière fois de l'année, et puis de toute façon, l'année prochaine, voilà, on va arrêter aussi, mais le moteur dans l'Alpine il est très bien, ça garde une Ferrari au Qatar, ça garde une Mercedes ici, dans les rétros à chaque fois, et toutes les deux ont le DRS. Donc voilà, en revanche, oui, il faut souligner, la voiture elle-même, l'aéro, etc., a pour le coup fait de vrais progrès, et ça c'est le boulot d'Enstone. Car peu importe le moteur, si vous avez une traînée de l'enfer qui fait parachute, bah vous êtes garé quoi. Et la progression là, elle est mais nette. Alors je sais pas ce qu'ils ont réussi à faire, je pense que c'est un peu une combinaison de plusieurs facteurs, mais vous avez l'effet Flavio Briatore, vous pouvez le détester et pas du tout l'apprécier, etc. Il n'y a pas de souci, mais il fait le vrai ménage, ça se ressent. Il a donné un vrai cap par un gars qui connaît du coup la Formule 1. Et puis on a aussi David Sanchez qui a dû largement contribuer à donner la bonne direction technique cette année et à essayer de remettre l'équipe dans le droit chemin, donc voilà. On a déjà parlé la semaine dernière, mais l'écurie va aujourd'hui dans la bonne direction et c'est honnêtement ce que l'on attendait depuis en fait le début du projet. Malheureusement, le côté authentique français est passé complètement à la trappe avec des manières de faire au mieux discutables, si on peut dire ça comme ça, mais bah, ça fonctionne et c'est tout ce qui compte pour eux. Donc bravo Team Enstone. Je vous laisse avec ça, juste sur évidemment un petit mot sur Jack Doohan. J'en attendais pas grand chose pour le coup, hein. Il débutait, donc la mission c'était de ramener la voiture à la maison et de prendre tout simplement ses marques en Grand Prix. Chose faite, pas de dégâts, pas d'erreurs, c'est bien, voilà. Il a dit en interview d'ailleurs qu'il fallait se muscler les pouces parce qu'en fait il fatiguait à appuyer sur les boutons qui devenaient durs en fin de course. Je pense que c'est plus une question d'habitude, mais bon, en tout cas c'est un petit détail assez marrant. L'année prochaine, c'est le saut dans le grand bain comme on dit. Bon courage. Ça a été émotionnel pour Lewis Hamilton et Mercedes ces derniers temps, même toute cette saison. C'est passé par plein d'émotions, positives et négatives en 2024. Et on en a tellement vu dans les médias en général cette saison que, en vrai, ça m'a presque un peu coupé l'herbe sous le pied et j'ai pas eu autant d'émotions que j'aurais voulu, ou du moins autant à ce à quoi je m'attendais pour dire au revoir au septuple champion du monde chez Mercedes. Depuis 2022, on a vu une équipe qui vacillait, qui manquait sur l'exécution de ses week-ends, en qualif, en course, de devoir pousser avec des voitures complexes et capricieuses face à une concurrence qui était toujours plus acharnée. Et malheureusement, ça s'est un peu répété ce week-end en qualif pour le septuple champion du monde. Pas sorti au bon moment pour faire un bon tour de mise en route des pneumatiques, du trafic et surtout la malchance incroyable de récupérer un cône sous la bagnole décagné par Magnussen juste un peu plus tôt qui tente comme il peut de pas gêner le pilote Mercedes. Bon, quand ça veut pas, hein, voilà. P18 pour une dernière course, chiantos quand même de partir aussi loin. Et puis bon, ça part en hard, contrairement à tout le reste du paquet, pour se décaler sur la stratégie, éviter au maximum le trafic en sortie des stands, car c'est difficile de dépasser mine de rien à Abu Dhabi. Peut-être essayer de bénéficier, pourquoi pas, d'une safety car, d'événements de course et remonter petit à petit comme il le pouvait, mais le fait de se décaler, c'était la bonne solution. Alors ça a très bien fonctionné, très bonne exécution de la part de l'équipe et du pilote évidemment. Il a bénéficié du bon jus des pneumatiques médium sur la fin de course avec une voiture plus légère, quand les autres commençaient un petit peu à galérer avec un peu d'apparition de graining à certains moments sur des hards qui commençait à s'essouffler, sachant que ça a donné le coup d'envoi des arrêts un peu plus tôt que ce à quoi on s'attendait. Et puis, ça remonte pour planter un XT absolument sublime sur George Russell. Il a enroulé, mais parfaitement. S'est servi de la Mercedes de son coéquipier comme référence visuelle de point de corde pour être au max de la trajectoire. C'était juste sublime. Je me dis que
Russell n'a pas été non plus le plus dur avec lui, il aurait très bien pu être plus agressif, complètement ouvrir la trajectoire et entre guillemets sortir Lewis Hamilton, et comme Lewis n'était pas devant au point de corde, Russell avait tout à fait le droit de s'élargir, c'est comme ça que c'est écrit dans le règlement, et justement le dépassement d'Hamilton ou même de Gasly sont la preuve que ce règlement est absolument mal écrit et qu'on a juste besoin d'une seule règle. All the time you have to leave the space. C'est tout. Et c'était le cas ici, et c'était beau. C'était beau, faut tout le temps laisser de l'espace, c'est tout. Beaucoup de beaux au revoir pour Lewis Hamilton, quelques donuts, et d'ailleurs ça a été l'un des seuls pour le coup. Pourtant, j'ai pas vu de contre-indication dans les notes du directeur de course. Je m'attendais à voir les McLaren célébrer, kiffer de fou à un titre, etc. Mais ça a été très sobre, même trop sobre je trouve, même pour les autres pilotes au final. Personne n'a vraiment fait la fête quoi. Enfin, j'ai pas l'impression. Bref, on vient de vivre le même type d'histoire d'une certaine façon que celle de Schumacher et Ferrari. Le Baron Rouge, ça a été mon enfance, ça m'a beaucoup marqué forcément, et aujourd'hui, tous les nouveaux fans ont vécu leur version de Schumacher-Ferrari, mais avec Hamilton et Mercedes. Et puis, pour tous les anciens, on termine une histoire et on en ouvre une autre direct, quoi. C'est, j'en reviens, j'y retourne. Alors, ma question, peu importe ce qu'il se passe avec Ferrari, est-ce que on va retenir plus Hamilton et Mercedes ou plus Hamilton et Ferrari? À vous de me dire, on verra. C'est l'histoire qui s'écrira comme ça, mais Auf Wiedersehen Lewis et Buongiorno Lewis. En parlant un petit peu de Ferrari, est-ce qu'on peut juste s'attarder sur ce premier tour absolument masterclass absolu de Charles Leclerc? Et même sur son Grand Prix en règle générale, je dirais que son week-end a été en quelques points un peu similaire à Lewis Hamilton. On peut retrouver quelques points de similarité comme partir dans le paquet quoi. Alors déjà, on va reparler encore une fois des limites de piste. Ça fait des années et des années que les fans gueulent, mais bon, comme ils sont trop occupés à surveiller le langage des uns et des autres à la FIA, ils n'ont pas le temps d'adresser les problèmes de limites de piste et ces fameuses lignes blanches qui, oui, ok, sont réglementairement parlant obligatoire, mais j'avais l'impression de m'être retrouvé avec la Discord qui avait animé Internet il y a 10 ans avec cette fameuse robe jaune ou bleue, voilà, et là pour les limites de piste en qualif, c'était pareil à ce virage 1, dedans, pas dedans, on sait pas, oui, non, tout le monde a son petit avis, personne voit les mêmes choses, c'est le bordel. Alors un coup dehors, un coup pas dehors, ça joue littéralement au poil de fion le truc, et on est encore sur des caméras vidéo pixelisées, me dites pas qu'ils ont des caméras dernier cri machin auxquelles ils ont accès. La Formule 1 c'est bien moins technologique que ce que vous pensez à certains endroits, vraiment. Il y a des moments où tu te dis mais c'est pas possible quand même là. Herbe ou gravier, comme au Qatar, 2 mètres de large, c'est très bien, c'est le circuit qui sanctionne directement, plus personne ne se pose de questions, on est tranquille et on aura des limites de piste naturelles et on arrêtera de lire des absurdités sur internet comme le fameux « il avait qu'à rouler moins vite et pas franchir la ligne blanche ». Demande à un gars dont le métier c'est d'aller plus vite, de rouler moins vite, bon courage, et de voir la ligne blanche sous la bagnole alors que son champ de vision, il est comme ça et c'est à au moins 10 mètres aux alentours. Donc si tu veux la ligne blanche, il la voit mais très loin, tu vois. Bref, avec tout ça, Leclerc part P19 quand même et montre une vista parfaite sur ce premier tour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote lire aussi bien le peloton sur un premier tour. Virage 5 qui prend l'extérieur et évite l'embouteillage au point de corde et se ménage une belle relance justement pour la grande ligne droite. Et alors en arrivant au virage 6, tout le monde voulait faire l'inté à tout le monde. Moi je fais l'inté à machin, qui fait l'inté à bidule, etc. Boulevard sur l'extérieur. Plongeon, on enroule tout le monde qui bloque au point de corde et puis bam, voilà, on se place de gagner rien que sur le premier tour. Et quand on prend des départs comme ça sur F1 24, on se dit l'IA est peut-être pas assez forte, ça fait pas méga réaliste. Bon non, la preuve que c'est pas totalement déconnant finalement. Alors je reviens sur ce virage 1 rapidement, pas limite de piste mais sur l'accrochage entre Verstappen et Piastri. Autant quand Verstappen défend je trouve ça trop agressif en général, autant en attaque, normalement ça va. Mais alors là, il a tout fait à l'envers le gars, pour le coup. Trop optimiste, il plonge, il n'arrive pas suffisamment à arrêter sa voiture, il n'est pas devant au point de corde sur Piastri, donc il le catapulte en tête à queue et puis prend 10 secondes de pénalité. Alors dans son malheur, Verstappen, lui, il repart tout de suite après un petit 360, ce qui n'est pas le cas de Piastri, donc relou. Et puis alors, Verstappen est quand même allé s'excuser auprès de Piastri après la course, mais les 10 secondes, il a eu du mal à les digérer, pourtant je trouve qu'elles sont complètement méritées. Je dirais pas qu'il est de mauvaise foi à la radio à être énervé comme ça, et je pense que c'est le cas pour tous les pilotes en règle générale.
C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas l'impression d'avoir été en tort sur l'instant et ils n'ont pas les replays non plus. Donc en fait, ils sont pas spécialement de mauvaise foi, c'est juste qu'ils n'ont pas toutes les informations. Donc ils ont que leur point de vue chaud du moment, quoi. Donc voilà. Bon, après, il y a des moments dans la voiture où ça quand même paraît plus clair que d'autres, quoi. Mais bon, bref, voilà. Ça arrive de faire des erreurs pour tout le monde. « 26 ans après leur dernier titre, McLaren revient tout en haut de la Formule 1 après une belle saison remplie d'apprentissage, que ce soit pour l'équipe ou leurs pilotes. Ils avaient la meilleure voiture du plateau depuis peut-être à peu près Miami, je pense, donc leur plus grand ennemi. C'était finalement eux-mêmes, tout simplement, parce que Ferrari a eu un gros passage à vide en juin. Red Bull, ça a été compliqué, puis Perez n'était pas là, donc bon. Ce week-end, quand ils ont posé la voiture sur la piste, c'était plus rapide que Ferrari. On parlait de 6 dixièmes, je crois, de différence en termes de rythme seulement en Free Practice 2, notamment, ce qui est assez important quand même. Et du côté de chez Ferrari, on avait vraiment tout tenté, tout ce qu'on pouvait pour faire des réglages un peu à l'extrême, notamment de faire rouler la voiture plus basse, il me semble, que d'habitude. Ça n'a pas suffi, mais ça a eu l'avantage aussi de leur faire de la data pour 2025 de manière un peu intéressante. Alors pour ramener le titre à Maranello, fallait globalement que Ferrari fasse P1, P2 pour avoir vraiment beaucoup plus leur destin en main face à deux McLaren. Alors ce qui est bien, c'est que Verstappen en a éliminé une dès le premier virage, mais ça n'a pas suffi. Norris s'est tout simplement envolé, a mené la course de bout en bout. Il avait une marge que moi je qualifierais quand même de plutôt confortable. Donc la stratégie, c'était assez simplement de réagir à ce que faisaient les adversaires, dont Carlos Sainz évidemment, mais globalement ils étaient assez peu sous la menace de qui que ce soit. On a vu beaucoup d'assurance d'ailleurs, que ce soit chez Norris comme chez son ingénieur à la radio, du calme, sur des choix stratégiques, des updates sur la voiture et les pneus, et surtout sur l'anticipation d'une potentielle safety car par exemple, pour avoir le plan de jeu qu'on souhaitait emmener, à savoir si on passait au stand et si on savait pouvoir dépasser Sainz, qui aurait tout simplement pris la track position en piste, parce que safety car, il reste dehors, Norris pit, et puis faut faire le dernier round un peu comme en 2021 quoi. C'est une écurie qui a fait pas mal d'erreurs toute la saison, mais qui a bien appris l'une des maximes les plus importantes du sport auto. Si vous voulez finir premier, premièrement il faut finir, et Norris et Piastri ont terminé toutes les courses de la saison, sauf Norris qui en Autriche a abandonné dans les derniers tours, mais a été quand même classé, et sur une saison longue de 24 Grands Prix, ça fait la différence. Alors je vous rappelle qu'en 2022, il partait dernier à Bahreïn, c'était la galère absolue, les tests hivernaux c'était l'enfer, les freins fonctionnaient pas, enfin bref. En 2023, ça avait mal commencé, mais l'équipe savait où elle allait, elle avait un cap qu'elle a tenu d'ailleurs, avec des podiums qui sont arrivés au fur et à mesure, et puis cette année, ça a continué de construire pour les premières victoires de cette nouvelle ère. Andrea Stella a placé les bonnes personnes aux bons endroits avec la bonne organisation qui fonctionne, et tout ce beau monde revient de très loin quand même, parce que McLaren Honda, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors oui, quand Norris dit « Next year is mine », aujourd'hui, oui, il en est plus que capable, je pense. On voit de l'assurance, la compréhension des erreurs qu'il a faites cette année, le fait d'avoir vécu pour la première fois la pression du titre. Oui, je pense sincèrement que ça y est, il est prêt. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il est prêt. Et McLaren aussi, ils sont prêts pour le coup à défendre leur titre, je pense, bien plus qu'ils n'étaient prêts à gagner leur premier titre. Et ça arrivait plus tôt que ce à quoi ils s'attendaient. Juste pour la forme, on a enfin une autre équipe que Red Bull ou Mercedes qui prend le titre constructeur. Ça fait du bien depuis 2009 quand même, je vous le cache pas, et ça fait beaucoup de bien que ce soit eux. Je suis très heureux pour eux. 9e titre, ils égalent Williams, donc ils sont 2e au nombre de titres de champion du monde derrière Ferrari qui est à 16, donc c'est quand même loin. Ça fait du bien qu'une écurie aussi mythique gagne, et tout ça on va en reparler dans un débrief de fin de saison jeudi à 18 h en live. Tranquillement, on sera posé et tout, on prendra le temps de discuter ensemble, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc on se retrouve jeudi soir, vous inquiétez pas. Bon, je vous lâche évidemment avec un bonus, puisque c'était aussi la finale de la Formule 2 ce week-end. Malheureusement, Isack Hadjar loupe le titre en calant sur la grille de la course principale avec un embrayage trop agressif tout simplement, donc ça c'est un réglage qu'il avait fait. Il a mis fin à ses chances face à Gabriel Bortoleto. Alors Isack Hadjar n'a pas été le plus chanceux cette année pour le coup, entre les galères de voiture, des manques de chance comme à Monaco et d'autres petites choses.
bah forcément c'est dur, mais il a toujours répondu présent, il a toujours été à l'attaque, il a toujours été dans cette mentalité très Red Bullesque entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça lui va quand même bien cette équipe. Après, quand on voit que les champions de F2 vont rarement en Formule 1 directement, et Bortoleto est le premier champion à faire le passage en tant que titulaire depuis Mick Schumacher fin 2020 si je dis pas de bêtises, et qu'entre-temps, bah, un bon nombre de pilotes ont été promus sans être champions, donc finalement, on va toucher du bois, mais je me dis c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve donc jeudi pour débriefer tranquillement de toute la saison, parce que c'est important, il y a plein de choses à dire, vraiment, mais 24 Grands Prix, vous voulez qu'on en a pour 15 heures de débrief? Enfin voilà, je sais pas, mais bon, bref. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.